Bonjour. Bienvenue au Libia Bocal, le beau bocal en wallon. Vous connaissez le magasin? Non? En fait, je vais vous faire un petit tour. Hein. Ah, il y en a qui connaissent. Chouette. Eh ben, je vous refais le petit tour. Voilà. Mais donc, oui, on a un magasin qui favorise le bio, le vrac, le local. Alors, ici, vous trouvez toute une proposition de produits ménagers et d'hygiène, donc gel douche, lessive, etc., en vrac. Ça veut dire que soit vous venez avec votre petit bidon, puis on va le peser sur la balance avant qu'il soit rempli. Bah oui, vous ne payez que ce que vous achetez quand même. Soit on a parfois quelques petits bidons à votre disposition. Alors on a la chance d'avoir justement pas mal de producteurs belges en fait qui font des produits d'entretien, par exemple Lavé Vert, voilà, qui est dans un village juste à côté, à Mayen. Donc eux, en fait, ils ont décidé de faire un savon noir, pas à base d'huile d'olive, mais à base de colza, parce que c'est ce qui pousse chez nous. Et à partir de leur savon noir, du coup, ils font un nettoyant sol, ils font une lessive, ils font un détergent. Donc voilà, vraiment de quoi tout prêt, quoi. Après, vous avez un petit rayon, comment j'appelle, à l'unité. Donc là, vous allez quand même retrouver des conserves et des bocaux avec les sauces tomates, avec les haricots rouges, les haricots blancs, le maïs, et puis les jus de pommes, de fruits. Et puis là, vous avez notre grand meuble de vrac. Donc ça, c'est vraiment notre outil de travail principal. Même chose, vous venez avec vos bocaux, où on a des petits sachets, si vous passez à l'improviste et que vous avez oublié. Et puis, vous vous servez dans les bacs. Il y a évidemment riz, légumineuses, pâtes, et puis il y a toute une proposition de petits plaisirs sucrés. Il y a même des bonbons. Et puis des petits plaisirs salés aussi pour l'apéro et plein d'autres choses. Là, vous avez le meuble de cosmétiques. Donc là, on va plutôt être dans les savons, les dentifrices, etc. On a également une chance inouïe à Assès d'avoir un producteur d'huile essentielle et d'hydrolat. Donc oui, on peut faire ça tout près de chez nous. À côté, une savonnière aussi qui vient de Gèves, qui fait des déodorants, qui fait des savons secs, des shampoings secs. Et puis là, vous avez le frais. Donc, notre proposition en fruits et légumes, par des filières comme paysans artisans, des filières locales. Et puis aussi la crèmerie. Donc on a la chance d'avoir une bergère à Assès qui nous fait des yaourts, des crottins, de la feta, voilà, tout un assortiment. Pour le moment c'est un peu vite parce qu'en fait elle est en pause brebis. Oui, il faut leur laisser aussi reprendre un peu des forces avant de repartir pour une nouvelle lactation des nouveaux petits agneaux. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit à peu près, vous avez le café, de toute façon vous faites le tour. Et si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Je suis là. Alors, cette conférence ne sera pas une promotion pour mon magasin, non. Toutefois, vous le trouverez au 89 chaussée de Marche, 5330 Assès, www.libiabocal.be. Non, mais ce sera quand même une promotion et même peut-être un plaidoyer pour ce beau et nécessaire métier qui est en voie de disparition. Alors oui, on va parler alimentation. On va parler aussi surtout des industriels rassemblés sous le nom de système agroalimentaire. Industrialisé et mondialisé. En général, ça va quand même fort avec. Ah, ce système agroalimentaire. Ouais, c'est un peu mon meilleur ennemi. Mon pire cauchemar. Alors tout ça pour 3 raisons. Je vais vous donner les 3 plus importantes, en tout cas pour moi. De un, parce qu'il accapare notre alimentation et que ça, c'est pas bon pour nous, en fait, mangeurs, et puis que c'est pas bon pour mon business. De deux, parce que pour le faire, il exploite des millions de personnes et surtout des femmes. Et puis moi, je suis une femme. Puis en fait, il m'a fallu quand même pas mal d'années en fait, pour intégrer ça. Qu'est-ce que c'est être une femme dans un monde façonné par les hommes? Et donc, ce sera aussi l'occasion d'en parler. Et puis, en troisième lieu, parce que ce système agroalimentaire, il colonise nos corps et nos cerveaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, coloniser? Ça veut dire s'incruster dans un pays qui n'est pas le sien, le dominer et en tirer profit. Aujourd'hui, les industriels, ils provoquent, par les produits qu'ils nous proposent, pas mal de problèmes de santé publique, et ils en tirent profit. Et ça, moi, ça me rend malade. Et quand je suis malade, je fais des conférences gesticulées. Voilà.
Et c'est vrai, hein, du coup, ceux qui me connaissent me diront, bah oui, Odile, tu as déjà fait une conférence gesticulée sur le système agroalimentaire. C'est pas faux. Mais je ne me répète pas, j'insiste. Donc, dans une première conférence gesticulée qui s'appelait « 10 mamans, c'est quoi qu'on mange ?», je parlais du côté agro, en fait, de ce système agroalimentaire. Donc, j'expliquais comment notre alimentation mondiale, et puis du coup l'agriculture qu'il y a derrière, participe activement à nos problèmes de réchauffement climatique, à nos problèmes de perte de biodiversité, à nos problèmes en fait, de disparition des paysans eux-mêmes, et aussi comment en fait, il a créé un système de la faim et de la malnutrition dans le monde. Moi, ça me touchait particulièrement aussi parce que je suis petite fille de fermier, plutôt écolo, et que du coup, quand je faisais mes courses, j'étais souvent en tension, quoi. Donc voilà, donc ce soir je ne vais pas vous reparler des enjeux agricoles, de souveraineté alimentaire, de traité de libre-échange, etc. Mais vous retrouverez tout ça dans cette très bonne conférence gesticulée disponible dans son intégralité sur YouTube, www.youtube.be. Non mais, bon, je ne suis pas venue seule aujourd'hui pour vous parler de ces géants. Non, je suis venue avec l'idole de ma jeunesse. Alors, c'est un objet de la pop culture des années 80. Et je vais vous le faire deviner avec une seule lettre de l'alphabet répétée 37 fois. Vous êtes prêts ? MacGyver. Est-ce que tout le monde connaît MacGyver ? Non, non, je vais vous en reparler. Il n'y a pas de souci. MacGyver, un aventurier agent secret qui arrive toujours à se dépatouiller de situations où quand même sa vie est quand même bien en danger grâce à ses connaissances scientifiques et son génie du bricolage. Voilà. MacGyver, il fait avec ce qu'il a et il s'en sort. Alors, tant et si bien que même le dictionnaire anglais Oxford a créé le mot MacGyver, il est introduit. Donc voilà, inventer ou bricoler un objet à partir de ce qu'on a sous la main. Voilà, en français aussi, on parle de MacGyverisme. Ouais, ouais. Donc MacGyver, on l'appelle aussi l'écolo-bricolo. Et en fait, ça nous fait un point commun, MacGyver et moi. Ouais, je suis quand même un peu une écolo-bricolo, quoi. Par exemple, quand je fais des pâques potagers, je vais chercher mes planches par des sites de seconde main, etc. Puis du coup, je vais les chercher avec ma camionnette à Outsiplou, les mains de pied. Après, je fabrique ma peinture moi-même, de la peinture suédoise avec du sulfate de fer, du savon noir, de la farine, des ocres. Donc du coup, les miens, ils sont jaunes. Et puis, si je pouvais, je ferais une culture de hérissons et de lucioles, vous voyez, pour protéger mes légumes des limaces. Okay ? Ce que ce bac potager dit de moi, c'est que j'ai des valeurs assez fortes et je suis plutôt jusqu'au boutiste, quoi. Donc évidemment, le jour où je rachète une épicerie un peu sur un coup de folie, je favorise le bio, le vrac, le local. Et si je pouvais, je ferais de la réinsertion professionnelle. Voilà. Alors, je l'adore, mon magasin. Mais il me pose problème. Mon problème, c'est que du coup, cette alimentation saine, l'agriculture saine qu'il y aurait derrière, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et en fait, en termes d'alimentation, on veut souvent reporter ça sur une question de responsabilité individuelle. Vous savez, le consommateur fait son choix. Sauf que, en fait, ce postulat, il est faux. Voilà. De manière générale, en fait, déjà, l'acte d'achat n'est pas un acte rationnel. On est beaucoup plus influencé par notre environnement, par notre volonté. Et puis, on ne choisit pas tout à fait ce qu'il y a dans notre assiette parce qu'en fait, il y a plein de dimensions qui viennent nous influencer. En alimentation, il y en a plusieurs grandes. Alors clairement, il y a justement, on va dire, la dimension environnementale. D'abord, une dimension physique. Voilà, le type de commerce qui est à proximité de chez nous, la variété de l'offre dans ce type de commerce, la manière dont les produits nous sont présentés, du coup notre exposition au sel, au sucre, au gras. Et puis la dimension plutôt socio-culturelle. Comment est-ce qu'on mange dans notre famille, comment mange notre conjoint, comment est vue l'alimentation dans le milieu qu'on fréquente. Et puis même encore jusqu'au fait qu'on soit un homme ou une femme. Donc voilà, cette première dimension, je vais la mettre là.
Donc on va l'appeler la dimension environnementale. Ensuite, on a la dimension cognitive. Hein. Donc évidemment, effectivement, notre éducation à l'alimentation, l'information qu'on en a ou qu'on en reçoit. C'est là-dedans, en général, qu'on met aussi, justement, le consommateur et qu'on voudrait nous faire croire que donc l'acte d'achat est complètement rationnel. On est rationnel. Et puis la dernière dimension, évidemment, celle qui fait mal, hein, la dimension économique. Donc les prix, la construction des prix aussi, hein, 1 + 1 gratuit, les taxes en vigueur dans le pays, nos revenus. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, avec vous, je vais avoir un petit problème de papier collant. Hop. C'est pas grave, je suis MacGyver. J'ai mon papier collant. Non, mais on va essayer de traverser toutes ces dimensions et puis on va essayer de voir s'il y a des pistes pour que mon magasin il puisse devenir un jour peut-être un magasin accessible à plus de personnes. Voilà. Hop. Prendre le temps de scotcher ça. Alors, moi, je suis maman, hein, aussi. J'ai une fille qui a 8 ans, qui s'appelle Victoria, et qui, comme beaucoup d'enfants, adore le sucre. Alors, il y a du sucre hein, chez nous, hein. Enfin, il y a du chocolat, il y a des biscuits, mais j'ai quand même des limites là-dessus, sur la qualité, sur la quantité, quoi. Donc, du coup, c'est quand même souvent un sujet de conflit entre nous. Entre autres, une scène hein, qui se répète à peu près tous les quelques semaines ou les quelques mois. Alors, on est au petit déjeuner. Donc, on va dire, Victoria est en train de manger et moi, je suis en train de préparer sa collation pour l'école et son goûter. Et ça fait à peu près ça. « Oh, mais maman, moi, j'aimerais bien, je te l'ai déjà dit, avoir les mêmes collations que mes camarades, quoi. » Entendez, des collations du supermarché emballées en emballage unique. Non, mais en plus, je commence à me sentir exclue. C'est pas vrai, je sais qu'ils échangent leurs collations. J'en ai marre. Et moi, moi aussi j'en ai marre. De lui donner toujours la même réponse. Mais Victoria, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je n'irai pas acheter des produits au supermarché alors qu'on a accès à des bons produits au magasin. Et en plus, je ne générerai pas des déchets alors qu'on a l'habitude de faire avec nos boîtes, etc. Quoi. Eh oui. Pas de bol pour elle, elle est tombée sur l'épicière Biovrac. Pas de bol pour moi, je ne suis pas tombée sur une école qui a simplement banni le sucre des collations. Oui, chez elle, la collation saine, donc comme quoi on sait qu'il y a des collations saines et des collations pas saines. Hein. La collation saine, c'est seulement le lundi. Voilà. Mais si c'était tout le temps, en fait, s'il y avait une vraie politique égale pour toutes les écoles, on n'aurait même pas cette conversation. Moi, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est que j'essaye de l'exposer le moins possible à la malbouffe. Alors, qu'est-ce que c'est la malbouffe ? Moi, j'aime bien le terme anglais. En anglais, on dit junk food. Alors, junk, c'est ordure. Oui, ok, bon. Mais c'est aussi pacotille. Et moi, j'aime bien, voilà, plutôt retenir ça, pacotille. En fait, c'est une nourriture de pacotille. C'est-à-dire que c'est une nourriture qui ne nous amène pas les nutriments dont notre corps il a besoin, des fibres, des vitamines, des oligo-éléments, et qui, en général, nous amène plutôt un excès de sucre, de gras, de sel, etc. Alors, cette malbouffe, oui, c'est les fast-foods, c'est la friterie, mais c'est aussi beaucoup tout ce qu'on appelle les produits ultra transformés. Okay ? Alors, en alimentation, en fait, on identifie ce qu'on appelle un produit brut. Voilà, une carotte, ça se voit, c'est une carotte. Un produit transformé, le sucre par exemple, qui vient de la betterave ou qui vient de la canne à sucre. Et puis les produits ultra transformés. Alors eux, en fait, là-dedans, on n'identifie plus rien du tout. Et en général, il va y avoir toute une série d'additifs, donc des conservateurs, des arômes, des texturants, etc., des colorants. Et cet ultra transformé, il pose problème. En fait, maintenant, ça fait plus de 20 ans que les scientifiques ils tirent l'alarme sur un phénomène d'épidémie d'obésité mondiale, qui touche même les enfants, et qui est directement lié, en fait, à cette nourriture. Alors, un des produits emblématiques, par exemple, c'est
le soda ou la boisson sucrée si elle n'est pas pétillante. Parce qu'en fait, voilà, un Fanta ou Minute Maid, c'est kiff-kiff. Hein. Donc, vous voyez, en plus, maintenant, on a les éléments. Donc, je vois effectivement eau gazéifiée, sirop de maïs riche en fructose, arôme naturel, correcteur d'acidité, conservateur benzoate de sodium, colorant E129. Alors, le colorant E129, c'est la couleur rouge. Vous voyez, là, c'est fraise, donc c'est rouge. Donc, comme dans les bonbons rouges, comme dans le rouge à lèvres aussi. Et depuis peu, il est marqué, petite étoile, E129 peut avoir un effet négatif sur l'activité et l'attention des enfants. Et en fait, quand on creuse un peu plus, on voit que cet effet, il est encore renforcé s'il est mis avec des benzoates de sodium. C'est con, hein? Il y en a juste dedans aussi. Donc voilà, donc ça c'est une petite bombe, vous voyez, qui a un effet direct sur le cerveau de nos enfants. Le nôtre aussi, hein, attention. Hein. Et donc ce produit contient des OGM, ne contient pas de fruits. Voilà, il y a peu, ça n'existait pas, mais maintenant il est marqué. Hop là. Bon, alors je vais quand même vous faire cette petite démonstration. Combien de sucre dans un soda à votre avis? J'ai mis 10 sucres. 5 grammes le sucre. Je n'ai même pu vous m'arrêter quand même à un moment. Ouais, allez, 4, 5, stop, 6. Allez, il y a encore quelques-uns qui veulent avancer. Encore. Oh. Ouais. On est entre 7 et 8. À peu près 40 grammes de sucre. C'est pas mal. En fait, sur la canette, je vous ai lu le deuxième ingrédient. Sirop de maïs riche en fructose. C'est quoi ce truc? Ce truc, je vais vous le présenter à travers un docteur endocrinologue qui en parle, lui, très très bien. Il s'appelle Robert Lustig. Bah ouais. Pas de sa faute. Mais du coup, chaque fois que j'ai Lustig, il perd un peu en crédibilité. C'est comme ça. Donc lui, il a écrit « Sucre, l'amère vérité ». Bon, le sous-titre, comment le sucre et les aliments industriels nous rendent gros et malades, comment sauver notre santé. Robert Lustig, donc lui, il travaille dans une clinique, justement sur l'obésité infantile. Il est endocrinologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lui, il est bien conscient que notre corps, il est fait d'hormones, qu'on a des hormones de l'appétit, on a des hormones de la satiété. Et lui, il pointe effectivement le sucre comme poison, mais particulièrement le fructose, et particulièrement ce sirop de maïs riche en fructose. Alors ce produit, il est arrivé sur le marché industriel dans les années 70, aussi parce que le cours du maïs, en fait, il est beaucoup plus stable que le cours du sucre, et donc c'est un produit qui coûte moins cher aux industriels. Le problème avec ce produit, c'est qu'en fait, il ne stimule pas nos hormones de la même manière. Donc en fait, il n'agit pas sur, par exemple, notre hormone de la satiété. Il ne fait pas monter l'insuline comme il devrait le faire, ce qui signalerait à notre cerveau en fait, qu'on en a assez. Et en fait, il n'intervient pas non plus sur notre hormone de l'appétit. Donc en fait, l'hormone de l'appétit, à partir du moment où on mange, il descend, la gréline. Eh ben non. Donc du coup, voilà un produit qui empêche en fait notre cerveau de comprendre ce qu'il mange. Et pour lui, c'est absolument problématique. Aussi, ce sucre-là, notre corps ne le métabolise pas de la même manière. En fait, nos 40 grammes de sucre, ils ne vont pas être assimilés comme du sucre. Une canette par jour, ça revient en fin d'année à 7,75 kg de graisse. Voilà. Voilà pour lui, du coup. Oh, ma balance en tombe. Voilà. On va la mettre comme ça. Voilà pour lui, du coup, un des produits responsables, entre autres, vraiment, de notre prise de poids mondiale, quoi. Et alors, on pourrait se dire, ouais, mais ça va, parce qu'en fait, on sait identifier où est ce produit. Mais en fait, non, il n'est pas du tout que dans les produits sucrés, il est dans plein de produits salés. Il est, entre autres, par exemple, aussi dans plein de produits du McDo, que ça aille de la petite sauce avec la salade, du yaourt, de la viande, etc., quoi. Donc, voilà. Alors, moi, quand je vous parle de McDo, je pense MacGyver, quoi. Direct, quoi. Donc, comme je sais qu'il y en a certains qui ne connaissaient pas, je vais vous en parler un peu plus. Alors, MacGyver, donc, cette saison, c'est
un épisode, 139 épisodes, 1985-1992. Alors au début, il est agent secret donc pour le gouvernement américain, et puis c'est vite évacué pendant la première saison, et puis il devient plutôt effectivement un agent humanitaire, etc., pour une fondation qui s'appelle la Fondation Phoenix, qui est quand même toujours liée au gouvernement, mais voilà, on évacue un petit peu plus la question politique directe, quoi. Alors MacGyver, c'est un héros qui ne tue pas. Comme je vous ai dit, ses armes, lui, c'est la science. Voilà, c'est la science, son génie du bricolage, et puis il a un accessoire. Avant que je le sorte, il y en a qui savent le dire? Le couteau suisse. Le couteau suisse est exactement celui-là, modèle Tinker de chez Victorinox. Voilà. Je me souviens, quand j'étais petite, mon frère en avait un. J'aimais beaucoup, parce que regardez, il y a même il y a un petit cure-dent. Ah non, c'est une pince à épiler! Oh, il y a une petite pince à épiler, il y a de quoi recoudre, etc. Enfin, c'est génial. Son couteau suisse, avec ça, il va pouvoir effectivement se sortir des situations compliquées. Donc, je vous disais, il ne tue pas. Il n'y a pas de sang. Et il a 3 techniques qu'on retrouve à peu près dans chaque épisode. La diversion, donc voilà, attirer l'ennemi loin ou tout près là où, deuxième technique, le piège. Faire tomber l'ennemi ou hop, leur faire accrocher là, par le pied, hop. Bah oui, la poulie, le système de la poulie, il y a plein de manières très simples d'arriver à faire des choses. Et puis les explosions. Donc il fait des explosions. Donc il fait exploser les gens, voilà. Mais les gens donc sans sang, donc ça fait plutôt voilà. Mais il ne meurt pas. Très bien. Alors moi aussi, je sais faire des explosions. Des petites explosions effervescentes. En fait, il suffit de mettre effectivement un produit basique et un produit acide. Facile, au magasin, j'ai du bicarbonate. Et j'ai de l'acide citrique au lieu du vinaigre. On les met ensemble, on met un peu de maïzena, d'huile d'olive. Hop, petite boule. Et quand on la mettra dans le bain, boule de bain. Bombe de bain. Donc voilà. Ouais, ça, je l'ai appris il y a quelques années quand j'ai commencé à donner des ateliers pour faire soi-même ces produits cosmétiques et d'hygiène, parce que j'étais très attachée au fait qu'on sache encore faire des choses nous-mêmes. C'était le début de mon aura de femme bio. Voilà. Maintenant, je suis foutue. Ça, c'est... Même quand j'arrive chez des copains, alors ça fait... Ah non, mais nous, on a des enfants, famille nombreuse, donc en fait, c'est pas bio. Ils s'excusent, en fait. Ou ce soir, c'est pizza, mais c'est pizza maison. Moi, je vais vous dire, si vous m'invitez chez vous, je mange ce qu'on me donne, quoi. Enfin, vraiment tranquille, quoi. Et puis j'ai des vices. Non, parce que les gens ils me collent plein de trucs, du coup. En plus, je suis un peu fine, donc on pense que je fais du sport et tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, histoire de vous bien vous décontracter quand même là-dessus, je vais vous partager mon péché mignon. Alors moi, mon péché mignon, c'est de manger des crasses. Je suis plus salée, mais dans mon lit. Voilà. La localisation est extrêmement importante. Le plaisir se dédouble quand c'est dans mon lit. Alors quand j'habitais à Bruxelles et que j'avais des snacks tout près de chez moi, mon Graal, c'était de manger un durum frites dans mon lit. Ouais. Aujourd'hui, je me rabats sur les chips, quoi. Donc du coup, comme je ne prends pas de dessert en général, parfois une fois que Victoria est couchée, je regarde un peu, il y avait un paquet de chips. Alors s'il n'est pas entamé, ça va. Mais s'il est entamé, c'est foutu. Donc je le saisis, hop, je monte, je me prépare, ma petite affaire, je suis dans mon lit, je me fais une petite série. Mais vous savez, ces enfants, ils ne dorment jamais, évidemment, quand ils doivent dormir. Donc j'ai développé quand même des techniques pour ne pas me faire choper. Donc déjà, je suis très aux aguets. Donc si j'entends sa porte s'ouvrir, hop, je me prépare, je mets déjà à moitié le paquet de chips sous les draps. Et si je vois ma clenche de porte s'ouvrir, là, c'est oup, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, j'essaye de régler son problème sans devoir sortir du lit. C'est important. Donc voilà, mais je suis un peu moins bonne dans l'évacuation du paquet. Donc du coup, voilà, je me suis fait
je me suis fait vue. Voilà. Ça a fait « Maman, tu manges des chips dans ton lit !» Voilà. Et là, toute votre éducation part à volo, vos beaux discours, etc. No comment. Ben ouais. Ouais, c'est dur de résister, en fait. Hein. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est fait pour. Il y a un journaliste américain qui s'appelle Michael Moss, prix Pulitzer en 2010, donc vous voyez, il prend le temps, il va au fond des choses quand même. Hein. Et pendant 4 ans, il a enquêté sur l'arrière-cuisine de l'agroalimentaire. Et dans un livre qui s'appelle « Sel, sucre, gras, comment les industriels nous ont rendus accros », il nous explique que oui, il y a des optimiseurs de goût. C'est un métier. Le but, effectivement, des industriels, ils ont un mot, ils ne vont pas dire c'est pour vous rendre accro, mais ils ont des mots comme irrésistibilité, comme plusitude. En anglais, c'est more richness. Donc on voit bien, c'est plus, plus. L'idée, c'est bien de nous en faire manger plus. Et ces optimiseurs de goût, en fait, eux, ils vont chercher la bonne recette qui fait que notre cerveau reçoit un message de satisfaction, la bonne dose de sucre, de sel, de gras, mais pas un message de satiété. Voilà, on y revient. L'idée, c'est qu'on aime les produits, mais on n'a pas besoin de les aimer beaucoup, on a besoin d'avoir envie d'en remanger. Il nous explique aussi que ça fait longtemps, en fait, que les industriels font ça et qu'ils en sont conscients, puisqu'on a une première réunion des 8 grandes marques américaines, on appelle ça la réunion de Minnesota. Je ne sais plus, je vous le dirai, j'ai oublié tout d'un coup. Oui, entre autres, on y reviendra. Et là, voilà, ils se rassemblent sous la demande des scientifiques, justement parce qu'on commence à parler des problèmes de santé publique. Et ça va aller assez vite. Cette réunion, elle va être close dans les 10 minutes, parce que l'un d'eux va dire on ne va pas gâcher les bijoux de famille et changer nos recettes pour quelques mecs en blouse blanche qui se soucient d'obésité. Voilà. 1999, Minneapolis. Réunion de Minneapolis. Business is business. Alors moi, ce business is business, j'ai voulu le personnifier un peu. Voilà, je vous présente Bobby. Voilà, c'est Bobby. Bobby fait sa loi. Bobby, c'est le business. Et en fait, Bobby, il n'a pas besoin qu'on soit tous accros. Bobby, il a une stratégie commerciale qui s'appelle le 80-20. Donc lui, il a besoin que 20% de ses consommateurs mangent 80% de ses produits. Donc on va faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà, clair. Désolé, c'est pour toi. Toi, tu seras le consommateur, peut-être un peu fragile, effectivement, qui va être poussé à manger toujours plus. Et ça va faire le pognon de Bobby. Alors, désolé pour toi, tu risques effectivement de devenir accro au sucre. Oui. Et donc, il faut savoir que chez les accros au sucre, on voit s'activer dans le cerveau les mêmes zones que les accros à l'alcool, à la drogue, etc. On a même vu effectivement dans des études que les souris préféraient le sucre à la cocaïne. Voilà. Alors, oui. Il faudra que tu viennes un peu plus souvent, Olivia Bocal. Voilà. Non, mais donc du coup, vous comprenez que moi, je suis vraiment déjà... En fait, je me sens chanceuse de ne pas être attirée trop par le sucre, quoi. Surtout que j'en ai autour de moi tous les jours, quoi. Et que c'est facile. Chez moi, c'est des bacs et des pots. Donc, il y a un petit coup de mou. De temps en temps, je ressens, je suis là. L'impression que j'ai besoin de carburant ou de réconfort. Hop. Et puis, un petit bonbon. Voilà. Ouais. Oui, l'alimentation, elle a aussi un aspect émotionnel. Une personne sur 5 en Belgique a des troubles alimentaires et ce n'est pas toujours dans le sens de l'excès. Le panel est très large. Et moi, par exemple, il y a 6 ans, j'ai perdu 10 kilos en 1 an, sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Je faisais un épuisement. Bon. Mais en fait, j'étais trop fatiguée, je crois, pour manger le soir. Et puis moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir le temps de manger.
J'ai besoin d'arriver à table en étant un peu détendue. Si je dois manger sur un coin de table comme ça pour me nourrir, eh ben, en fait, je risque de ne pas le faire. Donc voilà, j'ai perdu 10 kilos aussi, je pense parce que j'étais passée de femme à mère. Hein, et puis quand on devient mère, on devient un peu en même temps mère du foyer, voyez. Et puis tout d'un coup, notre temps de charge quotidienne, comme ça, il explose. Et je pense que j'ai aussi perdu tous les petits kilos de confort que j'avais en fait avant dans ma vie, quoi. Ce qui est intéressant quand même sur cette idée de revoir cet épisode, c'est qu'en fait, les gens, ils me complimentaient plutôt par rapport à ma perte de poids. Ben ouais, hein, ça m'allait bien. Il a quand même fallu attendre, je sais pas moi, 6-7 mois avant que mes potes ou ma famille me disent « T'irais pas faire une prise de sang ?» Ben, en fait, cette perte de poids, elle était signe que j'allais pas bien. Mais, sociétalement, c'est plutôt accepté. Sans doute plus, en tout cas, que si ça avait été l'inverse. En fait, nous, en tant que femmes, on reçoit une injonction de minceur. Alors, c'est quoi une injonction ? Une injonction, c'est comme un petit ordre chuchoté, comme ça, par la société, par les normes sociales. Notez bien qu'en fait, on ne l'entend pas. Et puis, le jour où on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas spécialement une décision de notre part, et puis on la voit, on l'entend, et puis là, on sait que c'est une injonction. C'est un ordre qui nous est fait. Et c'est vrai. Donc voilà, l'alimentation, elle est différente pour les hommes et les femmes. Le rapport au poids est différent pour les hommes et les femmes. C'est une journaliste passionnée de cuisine qui nous en parle dans 2 livres. Elle s'appelle Nora Bouazani. Elle a écrit d'abord Féminisme, Feminisme, et puis Textisme. Alors là-dedans, elle nous explique que, oui, statistiquement, en fait, les femmes mangent plus de compotes, de salades, prennent plus d'oligo-éléments, et que les hommes mangent 2 fois plus de viande et consomment 3 fois plus d'alcool. Alors je les plains, Enfin, je veux dire, je les plains aussi. Eux aussi, c'est une injonction, en fait, à une espèce de virilité, comme ça. Et c'est vrai, Enfin, je veux dire, quand notre foot, quand même, qui est quand même un bon domaine qui rassemble une espèce de masculinité, notre foot, notre D1 s'appelle la Jupiler Pro League. Notre championnat s'appelle la Crocky Cup des chips. Je ne savais pas que le sport, c'était la bière et les chips. Il faudra en parler aux sportifs. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, en fait, quand on questionne les femmes sur leur poids, effectivement, elles ont tendance à le surestimer. Elles vont toujours dire qu'elles ont quelques kilos en trop. Quand on pose la question aux hommes, ils ont tendance à dire que ça va, mais qu'ils pourraient être plus musclés. Voilà, virilisme. Cette différence, du coup, elle fait aussi que, 4 personnes sur 5 au régime sont des femmes. Et puis que, quand on est obèse ou en surpoids, en tant que femme, ça déclasse. Voilà. Ça déclasse sur le marché de l'amour, mais ça déclasse parfois aussi sur le marché du travail. Ouais. Parce qu'en fait, on va venir nous accoler pas mal d'incompétences. Des incompétences de volonté, des incompétences nutritionnelles. Alors, un homme pauvre, voilà, l'obésité, ça déclasse aussi. Par contre, un homme riche, Bobby, l'obésité, ça ne déclasse pas. Voilà. Bobby, regardez, voilà, Bobby, c'est un bon vivant. On n'est pas traités tous à la même enseigne. Donc chez les femmes, ça déclasse d'autant plus que la femme, elle est chargée en fait de la bonne santé de la famille. Ça aussi, c'est une injonction. Et en fait, c'est vrai. Moi, je le constate quand je fais ma petite sociologie de comptoir, comme je dis. Quand je suis au magasin, et puis que je vois passer mes clients. Alors, c'est clair, je pense que 90% de ma clientèle sont des femmes. Quand elles viennent pour faire des courses, en fait, pour faire à manger. Okay, elles sont souvent accompagnées par des enfants en bas âge, ce qui n'est pas toujours évident dans un magasin bio. Vrac, on met les mains dedans. Donc, j'ai une petite table pour qu'ils puissent dessiner, etc. Et puis, comme je suis un peu commerçante quand même, j'ai des saucissons, vous voyez, juste en dessous de la caisse, un peu au niveau des enfants. Puis en général, madame, elle doit dire non à ses enfants sur le saucisson. Voilà. Et puis les hommes, quand ils viennent avec une tâche très précise.
Donc soit avec la liste de madame, eh oui, soit pour venir chercher ce que madame a oublié. Et ils repartent avec le saucisson. En termes oui, de la charge, on va dire, domestique qui concerne l'alimentation, 80% repose sur les femmes. Et c'est un chiffre qui ne change pas. Alors, tant que je suis là, derrière mon comptoir, je vais vous expliquer un peu mon écolage express quand j'ai repris l'épicerie, parce que moi, je n'étais pas épicière. Donc, c'est un métier que j'ai beaucoup appris sur le tas depuis 1 an et demi, puis en fait aussi, du coup, en condensé. Et ce jour-là, avec Donatienne, elle me parle des fournisseurs. Donc, les fournisseurs, c'est là où je vais passer mes commandes pour achalander mon magasin. Alors, il y a des qui, on va dire, il y a des producteurs chez qui je vais commander directement, et puis il y a des quoi. On va dire que c'est des plateformes, des grossistes qui, eux, ont acheté chez les qui et qui me permettent d'acheter de manière plus diverse à un seul endroit. Donc, on se met devant le meuble de vrac. Je sors mon petit carnet, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et ça commence. Alors, le meuble, c'est Nature Innov parce qu'on a un contrat avec eux, mais tu peux faire quelques exceptions. Voilà, par exemple, les Crunchy 3 chocolats, ça vient de chez Distribio. Voilà, les sauces tomates, etc., tout ça, c'est chez Marmar. C'est des noms. Mais tu as aussi donc, paysans, artisans pour le frais, mais tu peux aller chez le local, parce que normalement, chez eux, il n'y a pas de manquant. Ça veut dire que je devrais recevoir ce que j'ai commandé. Ce serait pas mal, mais bon. Voilà, alors, des fournisseurs, et puis on passe aux meubles de cosmétiques, et puis elle me dit, là, donc les huiles essentielles, c'est Nicolas Bette, son numéro est dans le téléphone. Tu as le café, là, de Monsieur Mossia, suffit de lui envoyer un mail, il te livre 3-4 jours après, il est dans un autre village tout près. La savonnière, elle a un temps partiel aussi, encore dans un autre boulot, donc il faut quand même que tu prévois au moins 1 semaine. Tous les numéros sont là. Et puis on arrive à un produit, à une autre marque, et je vois que Donatienne est embêtée. Elle me dit, eux, voilà, nous on avait décidé qu'on allait arrêter avec eux. Elle me dit parce qu'en fait, ils ont maintenant décidé d'aller chercher aussi les pharmacies, les grandes surfaces, donc ils vont être distribués dans ces endroits-là aussi. Et du coup, en fait, ça n'a plus beaucoup de sens qu'on les ait chez nous. Quand tu te dis, pourquoi ça n'a plus de sens? Elle me dit, parce qu'au départ, la culture de l'épicier indépendant, c'est justement de permettre à des producteurs qui n'avaient pas la place, pas le volume dans la grande distribution, de trouver des points de vente. Et puis nous, ça nous faisait des produits qu'on vendait un peu en exclusivité, et c'est aussi ça que nos clients y recherchaient. Donc elle me disait, tu feras ce que tu veux, tu décideras. En fait, ce jour-là, ce qu'elle m'explique, c'est effectivement la mission, le sens. Pourquoi est-ce qu'un jour, il y a des gens qui se sont dit, moi j'en ai marre et je vais monter une épicerie bio. J'étais très contente de recevoir ça. Et je le garde, souvent. J'essaye de me rappeler, ouais, tiens, pourquoi j'existe? Dans le système agroalimentaire, c'est totalement le contraire de ce que j'appelle, moi, cette biodiversité de la production locale. Dans le système agroalimentaire, on est dans la concentration. Je vous explique un peu comment ça se passe. Donc ici, on va dire qu'il y en a vraiment nos matières premières. Les toutes plein de petites étoiles bleues que j'ai fait, c'est les millions de paysans, d'éleveurs, d'agriculteurs, de maraîchers, etc. Mais en fait, au niveau mondial, pratiquement tout ce qui est produit, 70%, et j'ai parfois entendu le chiffre de 90% des céréales qui sont produites, transitent par 4 grosses multinationales. Archer Daniel Midlands, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus. Voilà, pas spécialement des noms qu'on entend tous les jours. Eux, leur force, en fait, c'est le stockage et le transport. Eux, voilà.
Par exemple, Cargill, parce que c'est des gens très bien, hein, du coup, en 2008, il a gardé beaucoup de son maïs qu'il avait acheté un peu partout. Il a stocké dans ses silos pendant 2 mois. Du coup, le cours du maïs est monté en flèche. Et il l'a remis sur le marché au double du prix 2 mois plus tard. Bah ouais, c'est l'offre et la demande. Et entre-temps, il a causé une crise alimentaire au Mexique, où le maïs est la matière première de leurs produits. Voilà, 4 grands céréaliers, on les appelle les Big Four. Après, ces produits, ces denrées, elles vont être vendues à des transformateurs. C'est à peu près 10 grands mondiaux, quoi. Je vous les ai agrandis un peu. C'est quand même super intéressant. Ça, c'est un schéma qui vous montre effectivement la concentration. Donc, on a Kraft, mais qui est devenu Mondelez, qui a été racheté par Mondelez il n'y a pas très longtemps, Nestlé, Coca-Cola, Procter & Gamble, Kellogg's, Unilever, Johnson & Johnson. Et là-dedans, vous retrouvez à peu près tous les produits que vous trouvez au supermarché, mais aussi tous les produits qui occupent nos écrans publicitaires. OK ? Alors, je vais vous proposer de me citer une marque. Vitabix. Oh, mais tu te pointu, Laurent. Oh. C'est Kellogg's. Voilà, Vitabix, c'est Kellogg's. Merci, Lucie. Côte d'Or. Ah oui, Côte d'Or, c'est Mondelez. Voilà. Alors, même en cosmétique, en entretien, là, vous voyez, Monsieur Propre. Donc, Monsieur Propre, Febreze, Swiffer, Bounty, Tampax, Gillette, Secret, Head & Shoulder, Pantene. Tout ça, c'est Procter & Gamble. OK ? Vous rigolez. Bon, Nescafé, c'est tous les produits Nescafé, mais c'est aussi Perrier, Nesti, Vittel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Kit Kat, Smarties, Crunch, etc. Tout ça. Ah, puis après, on a, dans Nestlé, c'est énorme. Dans Nestlé, on a aussi toute la branche de L'Oréal. Donc, Vichy, Maybelline, Lacoste, Boss, Hugo Boss, Diesel, Ralph Lauren, Yves Laurent, Yves Saint Laurent. C'est son sein. Yves Laurent. Dans Mars, dans Mars, on a M&M's, Milky Way, etc. Ben & Jerry's, Knorr, Bessel. En fait, ça, c'est l'illusion du choix. Vous voyez ? De toute façon, on donne notre fric aux mêmes personnes. Voilà. Alors eux, ils sont très forts parce qu'effectivement, avec la publicité, du coup, ils ont bien colonisé nos cerveaux. Moi, quand j'étais petite, on faisait un championnat des pubs, quoi. Quand c'était la pub, avec mes voisins et mon frère, etc., on était là, et c'était le premier qui disait la marque dans la seconde où la pub commençait, quoi. On adorait ça, quoi. Donc voilà. Ouais. Colonisation. Cet été, moi, je suis partie faire un peu de vélo dans les Fagnes avec une copine. Vélo électrique, tranquille. Mais donc, du coup, je n'étais pas du tout dans mes repères quotidiens. Puis je lui dis, ouais, il faut quand même qu'on aille acheter à manger, quoi. Et je lui dis, on va regarder sur notre téléphone après un Carrefour Market. Je me dis, mais qu'est-ce que je dis ? Mais qu'est-ce que je dis ? Donc je me suis rectifiée. Je lui ai dit, on va chercher une épicerie. Et puis on a trouvé des épiceries dans chacun des grosses villes où on a été. Et ouais, c'est pas si facile de se défaire, même quand on le veut et même quand on est dans autre chose, quoi. Les derniers, c'est évidemment la grande distribution. Donc tous ces produits, je vous l'ai dit, se retrouvent donc dans les supermarchés. Par pays, on va retrouver 5-6 enseignes qui occupent à peu près du coup tout le réseau de la grande distribution. Alors eux, leur arme, c'est évidemment les marques, la pub et les promos, les promos, les prix, et puis leur image. Il faut savoir que quand même la grande surface, elle a bénéficié pendant des dizaines d'années d'une très belle aura, quoi. Entre autres, ils aiment bien se faire passer pour des grands pourvoyeurs d'emplois. Voyez. Or, il y a une étude de la Chambre de commerce de Paris.
C'est Christian Jacquiot qui en parle dans son livre qui s'appelle « Les coulisses de la grande distribution », qui nous dit que pour un emploi précaire créé dans la grande distribution, ce sont 3 à 5 emplois qui disparaissent. Moi, je suis à 1 kilomètre d'un Intermarché qui va bientôt doubler de surface. J'ai un peu peur de me retrouver sur leur tableau de chasse. Alors, de temps en temps, j'ai besoin de causer. Et en fait, il y a une ligne d'appel de soutien aux indépendants en détresse. On a droit à causer de temps en temps. Donc, je vais essayer de les appeler, là. Alors, mes petites cartes, alors ça, c'est ma carte. Libia Bocal, Odile Ramelot, dirigeante. Mon propriétaire, mon loyer, ma comptable, mon banquier, le crédit, mon assureur, mon courtier en énergie, le gars du terminal bancaire, la banque liée au terminal bancaire, bande de voleurs, le secrétariat social pour mes salaires, la médecine du travail pour mes employés, le contrôleur pour ma balance, la SABAM pour la musique qui passe, l'AFSCA pour la sécurité alimentaire, celui qui trappe les nuisibles pour les mythes et les rats. Ah, impasse pour l'impasse. Non, impasse dans l'impasse. Ligne d'assistance téléphonique. Ah non, j'ai déjà consommé mes 3 appels. Bon. Mais on rabatte sur celle-là, elle est comique. Cauchemar à l'épicerie. On va essayer de les appeler. Hein, j'ai pas de téléphone. Est-ce que quelqu'un a un téléphone à me prêter? Merci Isabelle. Alors, cauchemar à l'épicerie. Ok. Excusez-moi, mais il faut que je règle un peu mon angoisse. Ah, bonjour. C'est un choix multiple, là, vous voyez. Si vous êtes un homme, tapez 1. Si vous êtes autre chose, tapez 2. Je vais taper 2. Hein. Alors, pour une intervention de Philippe Etchebest, tapez 1. Pour une intervention de Mary Poppins, tapez 2. Pour une intervention de MacGyver, tapez 3. Vous allez recevoir la visite de MacGyver très prochainement. Ah, trop bien! Quelle bonne nouvelle! Je vais rencontrer mon idole. Ah, faut que je me prépare. Je ne vais pas l'accueillir comme ça. Attendez, parce que j'ai mon sac d'aérobic, là. Mais non, c'est pas vrai. Je vous ai dit que je faisais pas de sport. J'ai une soirée années 80 demain. Ça tombe bien. Et c'est quoi pour vous la vestimentaire des années 80? Le fluo. Alors, le fluo, je l'ai. Le fluo. Et puis, il y avait quoi aussi? Ah ouais, le bandana. Yep là. Attendez, on va faire gaffe au micro. Ah, le bandana. Je l'ai. Le bandana, je l'ai. Ah, j'ai le short aussi. Ah, on va mettre le short. Et puis quoi? La banane. La banane. Bon, alors chez les femmes aussi, c'était la grosse choucroute, là. Mais moi, j'ai pas assez de cheveux, là. Vous voyez, les cheveux super permanentés. Il y avait une masse comme ça au-dessus de leur tête. Incroyable. La banane. La banane. Les épaulettes. Les épaulettes. Voilà. Je crois que je suis prête à recevoir MacGyver. Alors dans MacGyver, quand il allait être en contact avec une femme, en général, il y avait un petit coup de saxo, oui, dans la bande son. Est-ce que quelqu'un peut me faire un saxo pour appeler MacGyver? Mac. Bah viens, rentre Mac.
Tu veux un café? Non? Un kombucha? Je suis tellement contente de te voir. Si, je suis fan. Je suis une de tes plus grandes fans. Comment va Pete? Pete Thornton. Oui, ton boss et ami. Eh bien, Mac, est-ce que je peux t'appeler par ton vrai prénom? Non, parce que moi, je connais ton vrai prénom, je sais. Il l'est dit une fois dans la saison 7. Oui, je peux? Angus. Comme la viande bovine écossaise. Non, mais c'est vrai, pourquoi on t'appelle Mac? MacGyver, c'est ton nom. Enfin, je veux dire, c'est comme si chez nous, Van Pieperzeel, on l'appelait Van. Enfin, c'est pas très... Bon, ça passe mieux Mac hein, que Van, hein, je suis d'accord. Ah, Mac, tu sais, en fait, moi, ce que j'aimais chez toi, c'est que t'étais gentil. T'avais un sourire. Dès que tu souriais, on savait que t'étais gentil. Et puis, en fait, tu te faisais des amis partout. Voilà. Tu adoptais les gens tels qu'ils étaient, et puis eux, ils faisaient la même chose, et puis tu étais loyal en plus. Ouais. Tu étais vraiment mon héros. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. En fait, je crois que le système agroalimentaire veut ma peau. Et je ne comprends pas pourquoi mes politiciens, ils ne me protègent pas. La même chose en tant que mangeuse, en fait. C'est beaucoup trop dur, tout ce qui m'entoure. Alors, je voudrais t'envoyer en mission au Parlement européen. Tu pourras laisser ton blouson de cuir, là, un peu aviateur. Je sais que tu portes très bien le costard. Te faufiler et me ramener des infos. Tu dois faire exploser personne, hein? Enfin, pas pour le moment. T'es d'accord? Ouais? Merci, Mac. Comment je fais pour t'appeler? Je t'appelle. Ok. Merci. C'est une chance quand même, hein. Rencontrer son idole. Bon, c'est pas tout ça, je vais me déshabiller parce que si j'ai un client qui arrive, encore passé pour des fous là. Déjà que les épiciers bio, parfois, un copain il me dit non, mais je trouve que ça sent toujours le mouton. Enfin, genre comme si on portait tous des pulls en laine. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, quoi? Non, mais je vous jure. Alors, je regardais MacGyver, mais je regardais d'autres séries aussi. Je regardais Magnum, je regardais K2000. Et puis aujourd'hui, avec Victoria, du coup, on a regardé MacGyver. Puis, elle adore. Hein. Puis j'essaye de regarder un petit peu ce qu'elle regarde. J'essaye de voir s'il y a un peu des représentations féminines aussi de héros. Parce qu'en fait, je me rends compte que moi, j'en avais pas beaucoup. Dans les années 80, dans les séries, les femmes... Alors oui, en binôme avec un homme, hein, pour faire détective, ou pour les séries familiales, où c'est la maman, en général, un peu casse-couille. Donc voilà, mais des vraies héroïnes malines, qui n'ont pas peur, il n'y en avait pas tant que ça. L'amour du risque, mais elle est en binôme. Jonathan et Jennifer. Elle n'est pas seule. Non, en seule, il y a Punky Brewster, mais qui était une enfant, là, vous voyez, abandonnée par ses parents. Il y avait Jessica Fletcher, là, mec qui a 70 ans. Voilà, je crois pas que... Et en fait, ou sinon, il y avait Xena la guerrière. Mais on est un peu dans la mythologie, quand même. Hein. Je ne croise pas tous les jours Xena la guerrière. Comment? Ah, je ne connais pas. Super Jim. La femme bionique. Mais oui, mais vous voyez, on n'est pas bionique tous les jours, quoi. Franchement. Et comment? Ah, drôle de dame. Ah, c'est vrai. Drôle de dame. En groupe. Arrêtez, je disais qu'il n'y avait pas de femmes dans les séries. Vous allez me gâcher tout mon truc, quoi. Ouais, je vous disais, il m'a fallu quelques années pour avoir une révélation féministe, on va dire. Alors, je l'appelle révélation parce que
parce qu'elle m'est vraiment tombée dessus. Pas en lisant des livres, non, non. Un jour, j'étais dans une voiture avec une copine, elle, féministe, bibliographée, on va dire. Et puis avec un autre copain. Et c'était l'époque de MeToo et on parle de MeToo, quoi. Et puis je dis, ah ouais, moi qui en soi me dis toujours que je n'ai pas de problème avec les hommes. Je dis, ah, moi, il y a un prof quand même, ben, je l'aurais bien balancé, quoi. Parce que je me souviens, quand j'étais au conservatoire et que j'avais cours avec lui en déclamation, cours individuel de 20 minutes, avant de monter dans l'ascenseur, j'ai l'impression que je mettais mes gants de boxe, quoi. Parce que quand je me retrouvais face à lui, allez savoir pourquoi, lui, il avait décidé de ne pas travailler avec moi. Il avait décidé de me parler de mon maquillage, de mon âge, de ma tenue vestimentaire. Alors, c'est pas qu'il me draguait, hein, il faisait ça avec plein d'autres. Hein. Je pense que ça lui plaisait de me déstabiliser, en fait. Hein. Puis je parle du coup d'un autre prof, parce que ça me fait penser à un autre prof en traiteur, qui demandait un peu qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a fait. Puis je dis, bah, moi je trouve qu'il y a tellement de fromage, en fait, qu'on sent plus que ça, quoi. Et puis qui me dit, ouais, faut toujours une chieuse hein, dans un groupe. Ah bon, voilà, gentil. Et puis je cite, je dis que j'ai failli être attouchée sexuellement quand j'étais petite par le fils d'amis de mes parents. Puis je parle de ce directeur de centre culturel quand j'étais jeune diffuseuse et qui m'avait fait oh, vous êtes bien jeune pour faire ce métier. Et que je ne pense pas qu'il aurait dit à un homme. Et en fait, je balance, comme ça. Puis quand j'arrête, c'est un grand silence dans la voiture. Et puis ce grand silence, en fait, il me permet d'entendre ce que je viens de dire. Et puis je suis prise d'une grande tristesse, d'un grand chagrin, qui va durer au moins une demi-heure. Depuis, j'ai à cœur de visibiliser toutes les exploitations des femmes. Alors, le système agroalimentaire, c'est aussi un endroit pour en parler. Partout. Partout. Le paysan, c'est pas un paysan, c'est une paysanne. 2/3 de la production mondiale, il est produit par des femmes. Elles travaillent en moyenne plus que leur mari, plus les tâches domestiques. Dans tous les pays. Dans les pays du Nord, elles ont en plus un plafond de verre qui ne leur permet pas en fait, de développer leur activité, c'est-à-dire pas d'accès à des crédits. Voilà. Et chez nous, mes grands-parents, ils étaient paysans, donc des deux côtés. Donc, moi, j'ai toujours vu mes grands-mères et mes grands-pères en fait, tenir leur ferme ensemble. Il faut savoir que mes grands-mères, elles n'ont jamais eu de statut. Hein, elles ont pris leur retraite dans les années 80 et en fait, le statut de conjoint aidant, il est arrivé fin des années 90. Il faut aussi savoir que dans toutes les paysannes, c'est les premières à souffrir de malnutrition et de faim dans le monde. Dans la transformation, les usines sont remplies de femmes qui travaillent à la chaîne. Et puis dans la grande distribution, ce n'est pas un secret, le caissier est plutôt une caissière. Avec des salaires plutôt précaires, des horaires découpés, du travail le week-end. Et voilà. Et les épiciers. Les épiciers sont beaucoup des épicières. C'est vrai. Et puis moi, quand j'ai repris ce magasin, c'était quand même beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions. Alors, je crois que je sais pourquoi j'ai craqué. C'est que moi, j'ai un flair pour les métiers à haute valeur sociétale, mais qui ne rapportent pas. Avant, j'étais artiste, oui. Donc voilà. Donc un jour, j'arrive au Libia Bocal, j'apprends qu'il est à remettre, et
Je rentre chez moi et je dis à mon compagnon, ah, le Libia Vocal est à remettre. Ça pourrait me plaire. C'est mon univers. Ça me permettrait de m'ancrer dans la région alors que je viens d'y arriver. Mais bon, je fais quand même ça bien. Je demande donc le bilan comptable, hein, donc c'est-à-dire la santé de la société, et je prends contact avec un comptable pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. Et sa réponse est la société est saine, mais il va falloir dégager du salaire. Bah oui, il n'y avait pas eu beaucoup de salaire pendant les 3 premières années. Alors déjà, je m'étonne. Je dis tiens, une société peut être saine sans dégager de salaire. Oui, en fait, ça veut juste dire qu'elle n'a pas de dette. Voilà, c'était des bons gestionnaires, ils ne sont pas payés, mais ils ont payé les autres. C'est déjà sympa. Et pourtant, ben, ça ne m'arrête pas. Bah non, je me dis, c'est pas grave, je sais, les indépendants, il faut être innovant et dynamique, c'est des caractéristiques que j'ai, je suis innovante et dynamique, et puis moi, ben, je vais me laisser le temps de développer ce magasin, mais je ne vais pas m'exploiter. Donc on décide avec ma comptable que la première année, on me payera 1 000 €. Moins 300 de cotisation. La deuxième année, on me payera 1 400 €, moins 300 de cotisation. Et la troisième année, on me payera 1 400 €, mais toute l'année. Parce que sur la deuxième, il y a des petits trucs de subside. Enfin, bon, bref, moins 300 €. Mais je ne serai pas martyr de moi-même. Hein. Non, 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 non. Moi, je ne m'exploite pas. Je me laisse 3 ans pour développer le magasin. Il y a une sociologue qui s'est penchée sur le travail, qui s'appelle Maud Simonet, et qui a beaucoup travaillé sur la phase gratuite en fait, du travail. Ce qu'elle nous dit, c'est que dans plein d'endroits, et de plus en plus, il y a un déni du travail, comment dire, au profit de valeurs. Donc effectivement, la valeur de l'engagement, hein, voilà, pour les épiciers, mais aussi pour les producteurs de manière générale. La valeur du mérite pour les stagiaires, hein, peut-être pour les allocataires sociaux, certains qui doivent participer. La valeur de l'amour, par exemple, en ce qui concerne le travail domestique. Ben oui, parce que son travail sur la face gratuite du travail, pour le faire, elle s'est inspirée des études des militantes féministes qui ont travaillé sur le travail domestique. Effectivement, se dire, tiens, si le travail domestique était rémunéré, qu'est-ce qu'il représenterait ? Eh bien, en France, s'il était rémunéré, il représenterait 30% du PIB français. C'est pas rien. Et en fait, c'est pas lié à l'activité, hein, puisqu'effectivement, on paye des gens pour faire la cuisine, pour transporter des gens, pour faire la vaisselle, enfin voilà, hein, pour prendre soin, enfin, des secrétaires, pour prendre des rendez-vous. Non, non, non. Donc, ce travail gratuit, ben, ça veut dire qu'il profite à quelqu'un. Ah oui. Elle dit, si on accepte à le voir comme ça, on se rend donc compte que c'est de l'exploitation. S'il y a de l'exploitation, il y a un exploitateur, comme je dis. Donc voilà, à qui ça profite? Bon, de manière générale, ça profite à Bobby. Patriarcat et capitalisme. Donc effectivement, de manière générale, ben voilà, le travail des femmes profite au fait aux hommes qui, eux, vont pouvoir aller travailler pour quelqu'un. Ce quelqu'un, en général, va pouvoir se faire du pognon sur leur main d'œuvre, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit. Voilà, hein, capitalisme. Il est temps que je rappelle Max, du coup. Parce que lui, il a peut-être des infos en plus. Mac Mac Ça marche pas. Hein. On va faire. Angus Au pied Non, comme ça. Vous voulez bien l'appeler avec moi genre, on va faire ta 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 ta. Ça va peut-être le faire venir. Ok, vous êtes prêts 1, 2, 3. Ta 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 ta. Ah, Mac. Te voilà. Oui, je me suis changée. Alors, est-ce que tu as eu des infos pour moi? Non. Tu n'as pas été au Parlement européen.
parce que tu as dû secourir un couple d'aigles royaux qu'un braconneur avait tiré dessus. Ok. Oui. Puis du coup, le braconneur t'a vu, il a voulu te faire la peau. Non, mais j'ai vu l'épisode. Écoute, Mac, moi aussi, je suis pour l'écologie, je suis pour l'humanitaire. Ok. Mais c'est aussi des conséquences des méfaits du système agroalimentaire. Ok ? On ne peut pas continuer individuellement, toi et moi, à mettre des sparadraps sur les méfaits de Bobby. Tu sais ce qu'il veut, Bobby ? Bobby, au minimum, il veut que les choses, elles restent telles qu'elles sont. Au maximum, il nous veut tous, chacun de nous. Bobby, c'est un ogre. Alors, tes oiseaux, tu vas les mettre de côté et tu passes à l'épisode suivant. Cauchemar à l'épicerie. Merci. J'étais un peu sèche avec lui, non ? Non, il fallait. Non, mais je vous jure. Au magasin, souvent, ça fait ça. Bonjour Caroline. Oui, mets tes clés ici, comme ça on ne les cherchera pas. Bonjour Olivier. Comment ça va le nouveau job de ta femme ? Ah Chantal, t'as trouvé un nouvel appartement ? Non. Oui ? Oui ? Oui ? Tu voudrais un café, hein ? Ouais, je vois bien. Je vais te faire un café. Ah. Allô ? Ah, Madame François. Oui, bonjour. Oui, votre aide familiale passe tout à l'heure pour prendre vos courses. Ça va. Écoutez, on a mis votre yaourt de côté, la petite plaquette de chocolat. Elle viendra avec le pot pour les céréales. Ok, ça va. Oui, alors, écoutez, en fruits, cette semaine, j'ai des bananes, des pommes, des poires, j'ai quelques kiwis. 3 kiwis. Attendez, je note. 3 kiwis, un régime de bananes, 4 pommes et 4 poires. Ça va. En légumes, j'ai des chicons. Ouais, j'ai des poireaux, des potimarrons, des carottes. Oui, j'ai une salade, ça va. Ok, je vous mets tout ça. Elle arrive vers 13h30, oui, il n'y a pas de souci. Ça va. Ça va, vous ? Oui ? Bon. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut Eric. Est-ce que tu as encore trop de kéfir ? Oui, parce que j'ai une cliente qui cherche des grains. Ouais, cool. Tu pourras m'en déposer la prochaine fois que tu passes. On mettra au frigo, puis elle se servira. J'ai l'air fatiguée. Ouais, je fais quelques nuits d'insomnie, là. Ah oui, oui, je veux bien le truc de plante, là, de ta sœur. Ouais, c'est cool. Merci. J'adore mes clients. J'ai l'impression de prendre soin d'eux, un peu comme je peux. Et puis eux, en fait, ils prennent soin de moi aussi. Et ça, c'est précieux. Si j'avais quelques tables, ce serait le café du coin. Le Libia Bocal, c'est quand même une petite fabrique de liens, à toute petite échelle. En fait, mes clients, ils viennent pour plusieurs raisons. Alors, il y en a, c'est parce qu'ils peuvent venir à pied, ils sont tout prêts. Il y en a qui viennent pour des raisons écologiques, pour le vrac. Il y en a qui viennent parce que c'est bio. Il y en a qui viennent consciemment pour défendre un commerce local et des producteurs locaux. En fait, mes clients, vous voyez, la plupart, ils sont là. Ils sont dans la dimension cognitive. Ils sont conscients de la raison pour laquelle ils viennent. Et ils savent ce qu'ils veulent mettre dans leur acte d'achat. Alors, c'est super.
C'est super parce que il ne faut pas oublier ça, c'est vrai, hein, qui disent, voilà, acheter, acheter c'est politique, effectivement, à qui je donne mes sous. C'est super, mais c'est pas super quand, du coup, nos, justement, politiciens reposent leur action là-dessus. Vous voyez, sur notre responsabilité individuelle. Et ça, par exemple, l'exemple typique de ce que ça donne, c'est le Nutri-Score. Vous voyez le Nutri-Score, hein? Donc, sur certains produits, une petite échelle de A à E qui nous dit ou combien le produit est bon ou moins bon pour nous. OK ? Ce Nutri-Score, il vient d'être vu là au printemps 2024 parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés sur certaines choses. C'est-à-dire qu'ils avaient mis l'huile d'olive en D parce que c'est du gras. Mais en fait, dans l'huile d'olive, il y a plein de bonnes choses, donc elle est remontée en B. Par contre, les patates surgelées pour faire des frites, là, elle était en B, parce que le Nutri-Score, c'est avant cuisson. Voilà. Une fois que les patates, elles sont pâtées dans la friteuse, elles sont plus en B. Hein, je vous le dis. Hein. Du coup, ça ne s'est pas fait attendre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, en septembre, Danone, il a dit j'enlève le Nutri-Score de mes produits. Oui, en tout cas de Actimel et de Danonino, c'est les petits Gervais. Oui, parce qu'ils s'étaient fait déclasser. Ah ouais, ils étaient à A, B, ils se sont retrouvés à D, entre autres à cause de la quantité de sucre qu'il y a dedans. Le gros problème du Nutri-Score, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Donc du coup, les industriels, au moment où ça ne les arrange plus, on ne le met pas. Voilà, le Nutri-Score, il veut nous rendre responsables de nos achats parce qu'on nous informe quand on veut bien. Bon, je vais rappeler Mac. Cette fois-ci, j'espère que ça va. Hein. On y va? Ouais. Ta 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 ta. Mac. Youhou! Bon alors, t'as été au Parlement européen? Oui. Ah, je suis contente. T'as des infos pour moi alors? Oui. T'as croisé Bobby? Ça m'étonne pas. En fait, c'est un mec sympa. Vous partagez la passion du hockey, vous avez lunché ensemble. Et il va t'inviter sur sa piste privée au Canada. Ouais. Non mais Mac, il t'achète, hein. Si Bobby et ses Bobbies y traînent au Parlement européen, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. C'est pour faire des potes, hein. Être généreux. Faire voir leur manière de voir. Faire pression. Orienter nos politiques. Non mais je vois que tu souris. Hein. Pourquoi tu es content? Il va financer ta fondation du hockey pour tous. Non mais c'est n'importe quoi. Oui, il est persuasif. Oui, il est persuasif. Enfin bon, il t'a pas mis un flingue sur la tempe non plus. Hein. Il vaut mieux les avoir de son côté, dans sa poche, que contre soi. Ah oui, voilà. Mac, je pense que ta mission est accomplie. Je pense que je sais pourquoi nos politiciens ne me protègent pas. Il vaut mieux les avoir dans sa poche que contre soi. C'est difficile d'aller se frotter aux industriels. Ok. Je t'avoue, je suis un peu déçue. Hein. En fait, j'aurais dû me dire que l'image que j'avais de toi, elle était certainement teintée de la naïveté de mon enfance. Non, mais c'est vrai, c'est quoi ces héros qui tuent sans sang? Ça n'existe pas. Et puis des héros tout seuls qui règlent tout seuls. Ça n'existe pas. Et puis je ne voulais pas me l'avouer, mais je le sais. Je sais très bien d'où il vient ton Mac. Hein? Il vient de McDonald's. Eh oui. Années 80, explosion du McDonald's, et c'était à la mode de mettre des Mac partout. Donc toi, tu es premier titre, hein, normalement, de MacGyver, c'était MacGuy. Tu es le mec. Il va falloir qu'on rompe, Mac. Non, parce que, tu sais, à peu près à la même époque, un peu plus tard, hein, dans les années 90, hein, il y a des gens qui sont battus contre ce qu'ils appelaient la Mac-domination. Tu vois? José Bové et des militants
paysans qui font de la désobéissance civile et qui vont démonter un McDo en construction. Et tu sais pourquoi ils le font? Parce qu'ils trouvent que la cible est symbolique. Parce que McDo, c'est un beau symbole de la malbouffe et de ce qu'ils appellent le capitalisme apatride. Apatride, qui n'a pas de carte d'identité, qui n'a pas d'État, qui n'a pas de frontières. Bah, tu vois, je crois que je vais peut-être plutôt aller voir vers ces luttes collectives, moi. Et plus croire en un héros. Et puis peut-être que je pourrais penser à des femmes. À Vandana Shiva, par exemple. C'est une militante activiste indienne qui, depuis les années 80, lutte auprès des paysans contre les géants de l'agro. Bah ouais. Il y a du monde, hein. T'as de la concurrence, mon vieux. Bah voilà. Je crois que tout est dit. Je pense que tu peux y aller. Je te fais pas de bisous. Hein. Donc ce Nutri-Score Kedlian-Nioneot, hein, on devrait l'appeler le junk Nutri-Score de pacotille. Ben ouais, il n'est pas obligatoire. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé à coup de pognon. Hein. 1 milliard de lobbying, 1 milliard dépassé par les lobbyistes hein, en 2011, au moment où justement on s'est dit qu'il faut avoir une politique alimentaire européenne hein, pour qu'on arrive à un outil non obligatoire et qui ne régule pas les industriels. Encore l'année passée, en 2023, 99 millions en lobbying dépensés pour que le mot aliment ultra transformé n'entre pas dans les recommandations nationales. OK? Ça ne se passe pas partout comme ça. Un des continents emblématiques de problèmes d'obésité, c'est entre autres l'Amérique latine. Hein. Il y a les Américains, mais il y a l'Amérique latine. Il y a le Mexique, 75% de la population en surpoids ou obèse, 1/3 de la mortalité causée par l'alimentation. Ce qui s'est passé au Mexique, c'est que à partir des années 90, en fait en 94, ils signent un traité de libre-échange avec le Mexique, avec le Canada et avec les États-Unis. Et qu'à ce moment-là, débarquent sur leur territoire, en fait, toutes les grosses multinationales alimentaires américaines, et ça va écraser et faire disparaître leur terroir culinaire, leur régime, on va dire, qui était reconnu pour un régime assez sain, basé sur beaucoup de légumineuses, etc. Et en un espace de 20 ans, on voit exploser l'obésité, toutes les maladies chroniques qui vont avec, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Le Chili, 3e pays qui a le plus de problèmes d'obésité, ils ont réussi à faire passer quelque chose. C'est ça. Ça, ce sont des hexagones. C'est obligatoire sur les produits. Ça signale un excès de calories, un excès de sucre, un excès de gras, un excès de gras trans, un excès de sel. OK? Si un produit a un de ces marqueurs, eh bien, interdiction de publicité. C'est fini. Pas de mascotte sur les paquets de céréales des enfants. Pas de jouets dans les paquets de céréales des enfants. Et ça peut donner ça sur un des produits pour avoir les 4 hexagones. Éducation dans les écoles sur qu'est-ce que c'est ces hexagones. Eh bien, ça a donné des résultats. Voilà, en quelques années, on voit en tout cas que la consommation de tous ces produits baisse au moins de 25%. Et on voit une baisse de la consommation justement de boissons sucrées. Ça s'est passé, c'est remonté aussi au Mexique. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait le Mexique c'est un gros marché par exemple pour Nestlé qui est basé en Suisse et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même réussi à mobiliser le ministère suisse pour qu'ils aillent envoyer des mémos au Mexique pour que ça ne passe pas. Mais c'est passé. En Angleterre aussi. En Angleterre, ils ont aussi maintenant une politique, pas de publicité pour la malbouffe. Ils ont mis une taxe sur le sucre. Vous savez quoi? On met une taxe sur le sucre, et bien la même canette, en Angleterre, il y a la moitié de sucre dedans. Ça marche quand c'est obligatoire. Ça marche quand c'est régulé. Alors je vous ai parlé de choses très très loin, et puis maintenant je vais vous parler de choses très très proches. Je vais vous parler de mes voisines. L'entrée du magasin, c'est une véranda.
Donc je vois les gens qui passent. Et au début, quand je l'ai repris, j'allais beaucoup à l'encontre des gens aussi parce qu'en fait, je ne savais pas s'ils connaissaient le magasin ou pas. C'était moi la nouvelle. Et donc un jour, je vois une voisine effectivement devant le magasin et je sors et je dis « Ah, vous connaissez le magasin ?» Elle me dit « Non ». Je dis « Vous habitez dans la rue parce que je vous vois souvent passer. » Elle me montre une petite maison là à 200 mètres. Je dis « Venez, rentrez, comme ça vous voyez comment c'est. » Et elle me fait... Je dis, je vous oblige à rien, hein. Enfin, je veux dire, ça vous engage à rien, hein. C'est juste par curiosité. Hein. Elle n'est jamais rentrée. Ça fait 1 an et demi, on se salue et elle n'est jamais rentrée. Elle ne rentrera jamais. Je pense qu'elle se dit que ce n'est pas pour elle. Je pense qu'il y a trop d'obstacles qui viennent de toutes ces dimensions et sans doute des obstacles financiers. Alors, je ne suis pas plus courageuse que ma voisine. Hein. Ça fait 2 ans que j'habite donc dans le village à côté. Il y a un café. Alors, pendant longtemps, j'ai cru qu'il était fermé, parce que la porte est fermée, les rideaux, vous voyez, ces petits voilages et tout, donc on ne voit rien du tout dedans. Mais je sais en fait aujourd'hui que ce café est en activité. J'adorais aller au café à Bruxelles et je n'ose pas rentrer dans ce café. C'est biais. Je me peur. Enfin, je sais pas, je me dis que je vais être mal à l'aise, je me dis que c'est pas ma place, je me dis que tout le monde va me regarder. Enfin, c'est biais. Mais c'est comme ça. Je comprends qu'on puisse être mal à l'aise quand on rentre dans un magasin bio. Les repères sont tout à fait différents. Déjà, il n'y a pas de marque. Voilà. Ouf, c'est quoi ces produits? L'odeur est différente. Ça sent pas le mouton. On dit que ça sent le magasin bio. Les gens disent « Ah, ça sent bon chez vous, ça sent le magasin bio. » En fait, je pense surtout que ça ne sent pas le plastique. Un peu différent. Voilà, l'éclairage est différent. Faire ses courses, on le fait de la différente manière. Chez moi, c'est tout petit. On n'est pas anonyme. On se voit. Donc voilà. Et ça, j'en ai toujours été consciente. Parce que dès que j'ai repris le magasin, que j'ai repris parce qu'il est bio, parce que moi, c'est mes valeurs, je me suis dit « Ah, il faut que je casse cette image de magasin bio-vrac. » Il faut que je l'inscrive dans un magasin de proximité. Moi, c'est ça que je veux. Je vais vendre plus de fruits et de légumes parce que moi, je veux vendre de l'alimentation fraîche à mes voisins. C'est difficile de changer une image. Surtout parce qu'on a la réputation d'être cher. Alors, on va rentrer dans notre dernière dimension, la petite dimension économique. Je bois un coup d'abord. Ça va? Vous allez bien? Oui. Quand je suis à l'épicerie, j'écoute beaucoup la radio, surtout au matin. Et au matin, il y a toutes les pubs pour les grandes surfaces. Là. Alors j'entends « Ah, le deal! Dis-moi, c'est quoi le deal de cette semaine ?» Et moi, je suis là « Oh, le deal! Il n'y a pas de deal !» Parce qu'elle ne se sucre pas sur le dos des producteurs. Et ouais, je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible, les prix que j'entends à la radio, quoi? Je veux dire, même regardez, là, l'Intermarché, alors ça, c'était pendant l'été, les tomates, 1,29 € le kilo. Moi, je les achète le double du prix. Je les achète le double du prix à mon maraîcher. Comment voulez-vous? Comment c'est possible? Et en fait, Christian Jacquiot, qui a écrit donc, Les coulisses de la grande distribution, il nous dit, en fait, c'est pas possible. Très simplement, en fait, on paye une fois au supermarché à la caisse, mais au final, en fait, on paye 3 fois ces produits. On les paye en fait une deuxième fois par nos cotisations sociales sur les dégâts, par exemple, qu'ils font sur les emplois autour d'eux. On les paye aussi par toutes les subventions agricoles, voilà, qui passent aussi par nos impôts. Et on les paye une troisième fois en fait sur l'impact écologique qu'on sentira de plus en plus de la grande distribution parce que ça va avec une agriculture plutôt concentrée, quoi. Donc voilà, il nous dit oui, c'est pas possible. Mais le fait est que le prix, ça reste un facteur déterminant, clairement. Et on le voit, effectivement, ça dépend aussi du niveau de diplôme, donc ça dépend en fait du pouvoir d'achat.
Plus on a un niveau de diplôme, peut-être, voilà, effectivement, d'éducation à l'alimentation, mais aussi de pouvoir d'achat, plus le critère va devenir l'origine, la provenance, les labels, bio ou pas, puis le goût, et puis le prix et les habitudes. À l'inverse, plus on est précaire, plus le prix et les habitudes vont être les premiers facteurs de l'orientation d'achat. C'est sûr, c'est clair. Cette accessibilité à 2 vitesses, à 3 vitesses, à 10 vitesses, à une alimentation saine, elle est reconnue. C'est clair. Effectivement. Hein, on va dire qu'il y a 10% de la population qui mange une nourriture écolo, ça veut dire un bio issu de circuits courts, etc. En France, 10% qui sont à l'aide alimentaire et 43% de gens qui disent qu'ils se restreignent sur la qualité de leur alimentation. C'est conscient. Voilà. S'ils pouvaient, ils le feraient autrement, et c'est en grande majorité des femmes et des étudiants. Ce problème d'accessibilité, il est tellement clair que même les industriels n'ont pas de problème avec. Puisqu'en fait, ce qu'ils vont utiliser comme argument quand on vient les attaquer sur la malbouffe, c'est de dire « Ah ben oui, mais si nous, on doit changer nos manières de faire, ça va limiter les options du consommateur là où la faim existe déjà. » Et c'est aussi cette pression qu'ils mettent du coup sur nos parlementaires et sur les législateurs, de stigmatiser encore plus les personnes qui sont précaires et qui ont déjà des difficultés d'accéder à la nourriture. Et là, je me dis, c'est quand même le criminel qui se fait passer pour le bon samaritain. Il faut arrêter, quoi. Le système agroalimentaire, il a détruit la paysannerie partout dans le monde. Il a mondialisé l'alimentation. Il s'est accaparé tous les réseaux de distribution de l'alimentation. C'est lui qui a exclu les plus précaires de l'accès à une alimentation saine. Quand mes grands-parents étaient fermiers, tout était bio et local. Quand la paysannerie était vivace, tout était bio et local. Je ne suis pas le problème. Bobby est le problème. Bobby a créé mon problème. Bobby il dort sur ses 2 oreilles et moi je fais des insomnies. Alors quand je fais des insomnies, je pense, évidemment, ouais, je réfléchis à toutes ces tensions, à tous ces paradoxes qui me traversent en tant que commerçante, à tous ces objectifs que j'ai. Alors, vous voyez là, j'en ai une là, de petite tension. Donc ça, c'est la mixité de ma clientèle. Bon, avec tout ce que je viens de vous expliquer, voilà, je la laisse, j'essaye de la lâcher. Même les coopératives de mangeurs se heurtent là-dessus. C'est très difficile, effectivement, de faire rentrer d'autres personnes dans d'autres manières de manger. Puis j'en ai une deuxième, oui, celle-là, elle me tire là. Favoriser le local. Ouais, favoriser le local. Mais comment je fais, moi? Quand le premier fruit mangé en Belgique, c'est la banane. Quand mes bananes de Côte d'Ivoire, elles sont toujours moins chères que mes pommes locales. Et puis pour mon chiffre d'affaires, je ne peux pas me passer, en fait, de vendre des avocats, des mangues, des bananes, du café, du chocolat. C'est pas possible. Alors j'ai décidé que, en tout cas, ce que j'allais faire, c'est, en tout cas, essayer de favoriser le local, en tout cas dans ce qui est produit chez nous. Je ne vais pas aller acheter des pommes d'Argentine alors qu'on a des pommes belges, ce que font les grandes surfaces. Ok, c'est super. Et en plus, on a des nouvelles filières qui essayent de se redévelopper. Donc en Belgique, maintenant, on va refaire des lentilles, on refait de l'avoine. Enfin voilà, on essaye de recréer des filières comme ça. Génial. Sauf qu'en fait, ils sont plus chers que si je les achète et qu'ils viennent de l'autre bout du monde, l'avoine. Donc favoriser le local, oui.
Mais je ne veux pas devenir une épicerie fine. Moi, ce que je veux, c'est rester un commerce de proximité. Et puis j'en ai une dernière, la grosse, là. Ah là 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 là, celle-là, elle me fait mal au cou. Dégager du salaire. Dégager du salaire. Mais garder des prix corrects. Mais c'est quoi un prix correct? En fait, pour le Libia Bocal, normalement, le prix correct, c'est le prix d'achat plus ce qui va couvrir toutes mes charges, plus un petit coussin pour les investissements si je dois changer un frigo, un bazar, etc. Et mon salaire, normalement. Mais est-ce que si je fais ce calcul-là, est-ce que ça reste un prix acceptable pour les consommateurs? Alors, voilà, du coup, prix acceptable, prix correct. Alors, si on l'aligne sur ceux des supermarchés, alors c'est sûr que non. Alors là, mais bon, eux, ils ne payent pas leurs méfaits, leurs externalités négatives, comme on dit. Du coup, c'est compliqué. Du coup, en fait, depuis que j'ai repris le magasin, il y a environ 10 épiceries bio en Wallonie qui ont fermé. C'est énorme, hein, quand même, parce que je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis, quand on me demande « ça va, le magasin ?» moi, je dis « oui, ça va parce que je vois encore arriver des nouvelles personnes et que je me dis tant qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent, c'est que ça ne se sait pas encore que j'existe, c'est que mon magasin il a encore du potentiel. Et puis je me dis j'en saurai plus dans 2 ans, hein, dans 3 ans. Et puis j'en sais rien en fait. Peut-être que ce sera jusqu'à ce que j'arrête de me dire que 1 400 € c'est un salaire possible. Ou peut-être quand je serai trop fatiguée pour prendre en main ce combat. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un système global. Vous voyez, un système global qui rechange la donne. Et il y en a un qu'on est en train de tester. Ça s'appelle la sécurité sociale alimentaire. L'idée, en fait, c'est vraiment de construire un modèle calqué sur celui de la sécurité sociale, vous voyez, comme on l'a pour nos soins de santé, les allocations, le chômage, etc. Donc ça passerait par nos cotisations et ça nous permettrait de recevoir chacun concrètement un chèque, on va dire, de 150 € par mois par personne. Voilà. Mais avec ce chèque, eh bien, c'est pour pouvoir acheter des produits conventionnés. Conventionnés, hein, comme les médecins qui le sont. Alors, ces produits-là, on les aura choisis démocratiquement ensemble. Voilà. Donc, par la sécurité sociale, conventionnée, et que ce soit pour tout le monde, pas spécialement pour les plus précaires, pour que ça ne reste pas un levier, vous voyez, qu'on pourra aller récupérer après, là. OK ? Ça, c'est les 3 piliers de la sécurité sociale alimentaire. Ce que ça permettrait, ça permettrait peut-être aux gens de choisir vraiment, en partie, en tout cas, leur alimentation. Ça permettrait d'avoir un budget réservé à l'alimentation. Ça permettrait aux paysans de pouvoir se développer plus largement. On parle même d'essayer de voir, tiens, est-ce que ça pourra générer des salaires à vie, par exemple, pour les paysans. Ça permettrait peut-être à mon magasin d'être accessible. En tout cas, un peu plus. Tout ça est dans le petit livre « Régime général ». On est en train de tester cette sécurité sociale à grande et à petite échelle en France, dans des villes, en Belgique, dans des quartiers ou sur des côtes, etc., à Liège, à Bruxelles et tout ça. Donc c'est intéressant, c'est un projet à suivre. C'est dans ce bouquin aussi qu'il y a eu beaucoup d'informations que je vous ai données sur l'exploitation des femmes, etc. Alors moi, quand je fais des insomnies, je rêve éveillée quand même aussi. Alors je rêve éveillée, j'en ai plein des rêves. Victoria, depuis qu'elle est toute petite, on lui offre toujours des trucs. Enfin, les gens lui offrent des trucs. Vous voyez, une fois elle était dans le train, je la laisse marcher, elle revient avec un paquet de frites. Un paquet de frites. Donc je retourne voir la dame, je dis non, j'avais fini. Un paquet de frites. Donc, voilà. Quand on va chez le poissonnier, elle reçoit une sucette ou des bonbons. Quand on va chez le boucher, elle reçoit une sucette. Quand on va chez l'épicier à Bruxelles, on avait un épicier iranien. Hein, elle recevait une sucette.
Et en fait, moi, je rêve qu'elle revienne là, de sa petite escapade dans le train avec une pomme ou avec une mandarine. Puis je rêve que chez le poissonnier, elle a reçu une crevette. Et puis chez le boucher, un morceau de jambon ou de boudin. Et puis que chez mon épicier iranien, ben, peut-être qu'elle découvre une petite douceur iranienne au goût qu'on ne connaît pas. Ou du caviar. Oh, je rêve d'une collation saine qui soit tous les jours. Je rêve qu'elle revienne de la cantine en me disant « Maman, j'ai mangé du radis noir. C'était coup-ci, coup-ça, mais c'était quand même plus coup-ci que coup-ça. » Je rêve que toutes les écoles aient des cantines durables qui permettent de développer des filières de maraîchers. Je rêve que le métier de cantinier soit un métier noble, reconnu, autant que prof. Je rêve d'une sécurité sociale, alimentaire. Je rêve de débats enflammés pendant la campagne électorale sur l'alimentation. Monsieur le ministre de la Santé, quand allez-vous arrêter de nous dire que les soins de santé sont lourds et pèsent sur notre société et allez-vous réguler les industriels qui nous rendent malades? Ouais! Je rêve d'une politique de l'alimentation qui soit liée à une politique agricole. Je rêve que mon magasin soit pérenne et que je puisse encore vous en parler dans 5 ans. Je rêve, et je rêve pas seule. C'est ça qui est bien. Je lis une petite revue qui s'appelle Tchak, revue paysanne et citoyenne qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture et à l'alimentation. Et ils ont fait un épisode là avant nos élections, au printemps, spéciale élection, l'effet colibri, ça suffit, au boulot les politiques. 9 chantiers pour les politiques. Voilà. Travail d'investigation, on a la chance d'avoir en Belgique plein d'associations qui travaillent vraiment sur la question alimentaire, donc ils avaient de quoi faire de bons articles. Alors là-dedans, on a, par exemple, interdire la pub pour la malbouffe, des cantines gratuites et de qualité, oser la sécurité sociale de l'alimentation, réinventer les métiers et formations. Un paysan, ce n'est pas un agriculteur. Un boucher, ce n'est pas un désosseur. Un épicier, ce n'est pas un caissier. Les métiers de l'alimentation sont à l'heure actuelle très majoritairement adaptés aux filières longues de l'agro-industrie et de la grande distribution. Au boulot, les politiques. Et puis peut-être qu'il faudra se battre un petit peu. Alors, non à MacGyver, mais oui aux luttes collectives. Parce que de toute façon, les victoires, elles sont plus belles quand on les a arrachées ensemble.